Bonjour à tous et bienvenue pour cette session. On va donc parler de MySQL. Euh, Petit réglage. OK, je pense que c'est bon là. Nickel. Alors, donc l'idée en fait, c'est pendant 7 heures. Donc en fait, on va se voir pendant 2 heures. La session de 14 heures, comme l'a dit Maxime, sera orientée performance MySQL avec pas mal de petites démos très très pratiques, voilà, quelque chose d'assez vivant. Et cette session-là, en fait, on sera plus dans les fonctionnalités de MySQL, les dernières innovations, les fonctionnalités à connaître en fait de MySQL. Petite présentation, donc je suis Olivier Dazini, je suis dans l'écosystème MySQL, base de données open source depuis pas mal d'années maintenant. J'ai eu plusieurs rôles en tant que DBA MySQL, consultant, architecte, formateur également. J'ai eu également l'opportunité, la chance même de coécrire 3 livres sur MySQL. Aujourd'hui, je suis architecte solution MySQL pour Oracle. Et quoi dire de plus? Olivier, Oui, Olivier, excuse-moi de te couper. Il faut que tu prennes la main sur tes slides, parce que là, on ne les voit pas à l'écran. exact, merci. Je t'en Merci prie. beaucoup. Super. Normalement, là, c'est bon. C'est parfait. Je J'ai te vu l'info, remercie. super. Merci beaucoup. Bon, heureusement, ce n'était pas important ce que je disais, je parlais juste de moi. Là, ça commence à devenir intéressant. Je blogue sur MySQL, dazini.net/blog/en/fr. N'hésitez pas à faire un petit tour, pas mal de ressources. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous connecter sur LinkedIn, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Alors, au programme de cette heure, en introduction, une petite introduction pour fixer le contexte au MySQL. Et puis après, on va attaquer le vif du sujet, donc les principaux domaines où on travaille beaucoup, on innove, la disponibilité, la sécurité, tout ce qui est productivité pour les développeurs. Un domaine où on nous attend moins chez MySQL, l'analytique, l'apprentissage automatique, machine learning, le lakehouse également. Et puis, on va terminer avec quelques informations sur le monitoring et puis la notion de multi-cloud. Alors, donc MySQL a été, la première version disponible pour la production, c'est 1995, voilà, fin des années 90. Alors, le produit a évolué depuis, évidemment. Donc, à l'époque, c'était MySQL AB qui a été racheté par Sun Microsystems. Sun Microsystems qui a été racheté par Oracle maintenant depuis une dizaine d'années à peu près. Alors, pendant ce laps de temps, évidemment, beaucoup de choses, beaucoup de travail a été effectué. Donc, il y a du travail visible, un certain nombre de fonctionnalités, je vais vous en parler juste après, et puis également un gros travail plutôt en interne, en fait, notamment de refactoring, histoire d'avoir une base de données qui est performante et qui est actuelle par rapport aux besoins d'aujourd'hui, en fait. On a donc bossé sur le serveur, sur pas mal de produits externes au serveur, on en parlera également tout à l'heure. Le moteur de stockage par défaut, c'est devenu InnoDB. On a également beaucoup travaillé sur InnoDB pour le rendre beaucoup plus performant, beaucoup plus scalable et lui rajouter des fonctionnalités. Donc voilà, beaucoup de travail depuis. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la meilleure version de MySQL jusqu'à présent. On a donc quel impact? Un impact par rapport au nombre d'utilisateurs, aux différents acteurs qui utilisent MySQL, donc pas mal, hein, ça n'a cessé d'augmenter, ça continue. Pas mal de verticales différentes, les réseaux sociaux, l'e-commerce, SaaS, finance, etc. Donc là, vous voyez quelques noms très connus en fait, hein, avec notamment Facebook qui est sur MySQL 8 maintenant depuis quelques années. Ils ont migré sur la version 8.0, la dernière version disponible pour la production. Donc voilà, c'est intéressant, différents acteurs qui ont différents besoins qu'on va pouvoir retrouver tout à l'heure par rapport à la disponibilité, la sécurité, la performance. Ces endroits-là, ces points-là sur lesquels on travaille dur. MySQL est très certainement l'un des projets open source qui a le mieux marché avec Linux. Hein. Donc MySQL qui est le M évidemment de la stack LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, Python, etc. Disponible pour la plupart des langages
Évidemment, on reconnaît, on va dire, un projet open source, l'intérêt d'un projet open source, notamment par le nombre de produits dans lesquels il apparaît. C'est notamment le cas pour MySQL, hein, qui est la base, souvent la base par défaut dans pas mal de produits, que ce soit dans l'e-commerce, les CMS ou les plateformes de e-learning. Alors, quand on pense MySQL, on pense essentiellement base de données, le serveur. Mais en fait, MySQL, c'est beaucoup plus que le serveur, c'est tout un univers, tout un écosystème qui contient donc pas mal de choses. Je vais essayer de faire une petite description assez succincte. Donc, en fait, on peut découper ça en 3 catégories: la version communautaire, la version commerciale entreprise et la version cloud. Donc, dans la version communautaire, en fait, on a quasiment tous les produits que vous connaissez. Le serveur MySQL, évidemment, en termes de clients, le client texte par défaut, le MySQL Workbench. On a MySQL Shell, je vais en parler tout à l'heure, client que si vous ne connaissez pas à connaître, qui est un client texte, mais beaucoup plus évolué que le client classique. Puis on a d'autres produits qui sont sortis par la suite, Group Application pour tout ce qui est clustering, l'opérateur MySQL pour Kubernetes, etc. Donc tous ces produits-là, en fait, sont disponibles librement, hein, c'est du GPL version 2, pardon. Donc disponible librement. Voilà. Le modèle de MySQL à ce niveau-là, il n'a pas changé, c'est un modèle open source, des produits en open source, et puis pour financer tout ça, on a donc un modèle commercial. Donc le modèle commercial, qu'est-ce que c'est? C'est la version communautaire avec des choses en plus. Dans les choses en plus, on a, très important, le support technique fait par mes collègues du support, hein, donc les meilleurs experts MySQL, et puis un certain nombre de modules, de plugins. La majorité est essentiellement liée à la sécurité. Je vais en dire plus tout à l'heure, mais l'idée, en fait, derrière la version entreprise, la version commerciale, c'est une sorte d'assurance, on peut le dire comme ça, avec donc du support, des fonctionnalités supplémentaires qui vont vous aider à industrialiser MySQL. Voilà, dans votre récit. Et puis, la dernière ligne de produit qui est arrivée, c'est MySQL Cloud Service, en fait. Donc, c'est le MySQL que vous connaissez, puis le MySQL avec d'autres fonctionnalités, on va en parler tout à l'heure, qui est disponible dans le cloud Oracle. Donc, MySQL, c'est très certainement la base de données la plus populaire dans le cloud, hein. Tous les grands cloud vendors ont une offre MySQL. On a également une offre MySQL, mais c'est la principale différence, c'est que c'est le MySQL que vous connaissez, qui est fait, c'est les mêmes développeurs qui font la version communautaire, entreprise évidemment, qui font également donc, la version cloud, c'est la même version, hein, tout simplement, mais sous forme de service. Donc c'est du PaaS, plus exactement du DBS de service, en fait. Hein. Et on va dire quelques mots supplémentaires. On l'appelle MySQL HeatWave. Donc pour l'OLTP, qui est le MySQL classique que vous connaissez. Et puis après, on a donc plusieurs déclinaisons de MySQL HeatWave avec d'autres fonctionnalités. On en parle juste après. Donc voilà, 3 domaines: la version open source communautaire que vous connaissez, la version entreprise pour les clients payante, et puis la version cloud MySQL HeatWave. Un petit focus rapide sur la version entreprise. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est la version communautaire avec des choses en plus. Les choses en plus, c'est du support et notamment des plugins essentiellement liés à la sécurité. On a donc du data masking pour anonymiser les données. On a donc du TDE, Transparent Data Encryption, pour chiffrer de façon transparente les données, tout simplement sans impact sur l'application. On a également un plugin d'authentification, ça permet de brancher MySQL dans son SI, un Active Directory, un LDAP, un PAM. On a un module de chiffrement également. On a du firewall, firewall base de données, qui permet notamment de bloquer les injections SQL, mais au niveau de la base de données. On a un plugin d'audit, super important également pour tout ce qui est normes comme la RGPD ou PCI-DSS, etc. Puis on a également des outils de monitoring et pour faire du backup physique à chaud. Entre autres, il y a également d'autres produits, mais voici les principaux. Donc c'est ça, MySQL Entreprise, donc c'est la version communautaire avec ces choses en plus et le support. OK, alors, je vous parlais de fonctionnalités à connaître, d'innovation. Voici les différents domaines où nos clients ont le plus de besoins, le plus de demandes, et c'est donc versé dans ces domaines-là qu'on se focalise le plus. Alors, en matière de haute disponibilité et de sécurité, donc en termes de haute disponibilité, historiquement, dans MySQL, on mettait en place une architecture de haute disponibilité avec la réplication en MySQL asynchrone.
qui est super facile à mettre en place. En fait, hein, ça a aidé à rendre MySQL populaire. Donc, facilement, on pouvait avoir des architectures, soit pour la scalabilité, pour répartir la charge de lecture sur des réplicas, en fait, hein, ou également pour gérer la haute disponibilité, pour pouvoir basculer en cas de panne d'un nœud. Alors, on offrit les briques élémentaires. Ce n'était pas difficile à mettre en œuvre, mais il fallait quand même le faire par soi-même. Aujourd'hui, en fait, on a un package qui s'appelle MySQL InnoDB Cluster, qui est donc la fonctionnalité en fait native de MySQL pour la haute disponibilité. Donc, pour le dire de façon différente, aujourd'hui, si vous avez un besoin de haute disponibilité, dans 90% des cas, MySQL InnoDB Cluster fera l'affaire, en fait. Hein. Donc, grossièrement, parce que je n'ai pas le temps de détailler, mais grossièrement, ça va transformer mes instances MySQL standalone en une base de données distribuée, avec notamment du database failover automatique. L'idée, en fait, donc ça s'appuie sur la technologie MySQL Group Application, qui a été développée en interne. Et donc ça, c'est pour le côté base de données. On a également le composant MySQL Router qui sert d'interface entre l'application et le cluster. Donc, pour l'application, le routeur, en gros, c'est la base de données. Elle ne sait pas derrière s'il y a une machine ou n machines. Elle n'a pas besoin de le savoir. Et tout ça, en fait, et ça, cerise sur le gâteau, c'est on va pouvoir mettre en place le cluster, l'orchestrer, rajouter des nœuds, etc., sans se retroucher les manches et mettre les mains dans le cambouis, en fait, grâce au MySQL Shell. Donc, juste en utilisant des fonctions, en fait, pour créer le cluster, le configurer, rajouter des nœuds, l'orchestrer, etc. Donc, tout ça, c'est super facile à utiliser et ça s'appelle MySQL InnoDB Cluster. Donc, ça, le but premier, c'est la haute disponibilité. Souvent, les clients ont besoin de disponibilité, mais ils ont aussi parfois besoin de disaster recovery. En fait, hein. L'idée, c'est que si j'ai un gros sinistre sur mon data center principal, comme c'est arrivé il y a quelques années à OVH, voilà, ça prend feu. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe? Même si j'ai une architecture de disponibilité sur ce data center-là, vu qu'il n'est plus là, il n'y a plus rien qui marche. Donc, on peut mettre en place des architectures de disaster recovery. Et ça, donc, on a étendu le InnoDB cluster, en fait, avec un nouveau produit qui s'appelle InnoDB Cluster 7, qui permet de mettre en place, encore une fois, très facilement, on retrouve les mêmes composants, le shell, le routeur et InnoDB Cluster pour la partie achat, mettre en place, en fait, des réplications de ces architectures-là sur différents data centers. Donc là, on est dans une notion de plus de disaster recovery. En cas de grosse panne sur mon data center principal, je peux basculer sur un autre data center qui est à 100 km, 200 km, beaucoup plus loin. La réplication asynchrone dont je parlais tout à l'heure, elle existe toujours évidemment. Et on a également facilité, alors c'était déjà pas très compliqué, mais on a également facilité le déploiement en fait avec une nouvelle solution qui s'appelle InnoDB Replica 7. Là, l'idée, c'est de déployer des architectures de réplication. Là encore, on retrouve les mêmes composants, enfin, 2 des 3 composants cités tout à l'heure. Le MySQL Shell pour déployer tout ça avec des fonctions, des lignes de commande, donc je peux l'automatiser facilement. Le routeur qui sert d'interface. Et derrière, là, on n'a plus du groupe application, mais on a la réplication asynchrone que vous connaissez, qui est là, qui existe depuis près de 30 ans. Donc, ça, c'était pour la partie haute disponibilité à connaître tout court. En cas de besoin de disponibilité, InnoDB Cluster, a priori, qui doit répondre à la majorité des cas, InnoDB Cluster 7 pour le disaster recovery et éventuellement InnoDB Replica 7 pour me remettre en place une bonne vieille réplication asynchrone comme avant, mais encore en mode plus facile. En termes de sécurité, on a également beaucoup travaillé sur ce sujet-là, parce que c'est un point super important. Il y a beaucoup de choses qui sont apparues en MySQL 8, donc je fais un focus en fait sur les dernières nouveautés. Donc là, en fait, on a rajouté du support pour Kerberos et également pour Fido. Donc l'idée de Fido, hein, c'est de pouvoir se connecter à MySQL avec des devices. Hein, ça peut être de façon biométrique, avec les empreintes digitales, ou en rajoutant une clé USB ou n'importe quel device en fait. Donc, pour rajouter un niveau de sécurité supplémentaire, dans certains environnements, c'est super important. Et puis, toujours dans le même ordre, la même idée de la sécurité, on a également une notion maintenant de multifactor authentication, MFA. L'idée, c'est de pouvoir se connecter avec... donc, historiquement, on se connecte avec MySQL et encore aujourd'hui avec un mot de passe non utilisateur, compte utilisateur et mot de passe. Donc, ça, c'est toujours possible, évidemment. Sauf que de nos jours, le mot de passe est de moins en moins populaire, on va dire.
Donc, on peut rajouter d'autres niveaux d'authentification à MySQL, en plus du mot de passe ou autre chose, en fait. Et on peut rajouter jusqu'à 3 niveaux de sécurité, on va dire, pour se connecter à une instance MySQL aujourd'hui. En termes de productivity, alors là, c'est une grosse annonce, en fait, un gros changement dans notre modèle, notamment le modèle 8.0. Jusqu'à présent, en 8.0, on est en mode développement continu, en fait. Donc, chaque nouvelle version, donc on a une nouvelle version par trimestre, donc 4 nouvelles versions, alors nouvelles versions mineures, j'entends, par an, du coup. Une nouvelle version, c'est quoi? C'est des corrections de bugs, évidemment, éventuellement des corrections liées à la sécurité, si des failles ont été identifiées, et puis potentiellement de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'était le modèle juste à présent. Donc là, on est en 8.0.33, avant il y avait 8.0.32, 31, etc., etc. Donc chaque nouvelle version, on avait donc les bugs fixes, éventuellement les pages de sécurité, et puis potentiellement de nouvelles fonctionnalités. Ce modèle-là, en fait, il est assez intéressant parce que ça permet d'aller plus vite en termes de fonctionnalités, répondre aux besoins de nos clients pour ajouter, pour enrichir le moteur MySQL, évidemment. Par contre, qui dit nouveau code, dit potentiellement niveau bug. Donc, en termes de stabilité globale, c'est pas forcément toujours intéressant. Donc, du coup, à partir du prochain cycle, en fait, on aura en parallèle 2 modes de release. LTS et innovation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc la prochaine version 8.0.34, qui sortira dans 2 mois, je crois, quelque chose comme ça, elle sera donc sous la bannière LTS. Elle va contenir quoi? Comme avant, les bugs fixes, enfin, comme avant, les correctifs de sécurité, bug fix, et éventuellement les pages de sécurité, mais pas de nouvelles fonctionnalités. Donc, la branche 8.0, en fait, sera une branche qui va être stable en termes de fonctionnalité. Elle n'aura plus de nouvelles fonctionnalités. Par contre, elle est GA, évidemment, et elle aura toujours des bugs fixes et des pages de sécurité. Et en parallèle, donc, on aura une nouvelle branche, donc cette fameuse branche innovation, qui va contenir également les bugs fixes, évidemment, les pages de sécurité aussi, mais aussi les nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, on aura les 2 branches en parallèle et en fonction de vos besoins pour les clients qui ont besoin d'une base de données plutôt stable, qui ne va pas trop évoluer, enfin qui n'évolue pas en termes de fonctionnalité et donc qui sera de plus en plus sûr à chaque nouvelle version. Donc, ce sera le LTS. Et pour les clients qui sont plutôt à la recherche qui veulent avancer vite, qui veulent avoir les dernières innovations, les dernières fonctionnalités, ce sera la branche innovation. Donc, concrètement, la prochaine release, on aura donc une 8.0.34 pour la version LTS, donc bug fix, sécurité patch, mais pas de nouvelles fonctionnalités. Puis après, ce sera 8.0.35, etc. Et en parallèle, on aura une 8.1 et elle sera la innovation release. Et 3 mois plus tard, on aura une 8.2, qui sera donc la nouvelle branche innovation release. Et l'idée, en fait, c'est que pour le LTS, on ait des périodes de 2 ans. Donc, pendant 2 ans, sur la branche LTS, pas de nouvelles fonctionnalités, que des bug fixes et des patchs de sécurité. Et puis après, donc, toutes les innovations qui ont été faites depuis iront dans la nouvelle LTS et ainsi de suite. Donc là, c'est un gros changement en termes de modèle et c'est une super nouvelle en fait. On aura le meilleur des demandes en fonction de vos besoins, la LTS ou la branche innovation. En termes de fonctionnalité, MySQL est depuis longtemps, on va dire, une base de données, on va dire, naturelle pour tout ce qui est cloud natif, pour tout ce qui est cloud, j'en parlais tout à l'heure. On a notamment en 8.0 développé un certain nombre de fonctionnalités pour aider les DBA qui, dans certains contextes, n'ont pas accès au file system ou n'ont pas les droits pour redémarrer le serveur, ce genre de choses-là, de pouvoir faire un certain nombre de ces tâches-là qui n'étaient pas possibles avant, faire dans MySQL, de les faire dans MySQL. Donc, le set persiste pour persister la configuration sans avoir besoin de la faire persister dans un fichier de configuration, pour redémarrer le serveur sans avoir besoin d'avoir les droits système pour démarrer le serveur. Donc, tout ça, ça a du sens dans un mode cloud, on va dire, ou dans un mode conteneur. Donc, ça, c'était déjà le cas et ça continue à être le cas dans MySQL 8.0. Quand on pense conteneur, on pense bien souvent Docker. Sur Docker Hub, il y a évidemment des images MySQL disponibles. Alors, attention, sur Docker Hub, on a des images gérées par Docker et gérées par nous, l'équipe MySQL.
il faut mieux préférer donc, les images gérées par nous, MySQL, évidemment. Donc, dans les images qu'on gère, on a donc le serveur MySQL, on a le routeur dont j'ai parlé tout à l'heure, puis on a d'autres comme l'opérateur Kubernetes dont je vais parler tout à l'heure également. Et on a évidemment les images entreprises sous forme de Docker. Puis d'autres fonctionnalités qui sont sorties, qui ont notamment pas mal de sens pour le routeur, pour découvrir automatiquement le routeur, notamment le DNS SRV. L'opérateur Kubernetes. Donc, évidemment, quand on pense conteneur, on pense souvent en Kubernetes. Donc, on a développé, on a publié, qui est génial aujourd'hui, un opérateur MySQL pour Kubernetes. Donc, concrètement, l'idée, c'est quoi? C'est d'assurer la haute disponibilité de MySQL dans un environnement Kubernetes. Donc, l'opérateur Kubernetes, il va faire quoi? Il va permettre de déployer un InnoDB cluster, on en a parlé juste avant, dans votre environnement Kubernetes. Et ça, c'est super. Donc, cet opérateur Kubernetes aujourd'hui est niveau 3 en termes de maturité. Et là, on travaille pour qu'il passe au niveau 4 le plus vite possible. Donc, un opérateur Kubernetes pour MySQL fait par MySQL. Autre fonctionnalité super importante également, que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à connaître, c'est MySQL Shell. Donc, MySQL Shell, c'est un client texte pour manipuler les données dans MySQL. Donc, il y a un client texte qui s'appelle le client par défaut, MySQL, et on a développé par la suite donc, ce fameux MySQL Shell. Donc, ce fameux MySQL Shell permet de manipuler les données sous forme de requêtes, sous forme SQL. Donc, ça, comme le fait le client texte par défaut. Mais il va également permettre de manipuler les données en JavaScript et en Python. Donc ça, c'est assez cool. Donc, c'est vraiment quelque chose pensé DevOps, pensé pour l'automatisation. Vous pouvez créer vos outils, créer vos scripts, etc. Toujours en SQL avec du Bash, comme on le faisait à l'époque, évidemment, mais avec des langages beaucoup plus évolués comme Python et JavaScript pour manipuler les données, etc., etc. Donc ça, déjà, c'est une première chose. En plus, l'outil MySQL Shell embarque un certain nombre d'outils. Un outil, par exemple, qui va permettre de vérifier une version MySQL pour savoir si elle est upgradable, si je peux la mettre à jour telle qu'elle dans la version supérieure ou si j'ai des choses à faire. Donc, il va analyser, il va me sortir un rapport pour me dire tout va bien ou alors il faut changer ça avant de migrer, sinon il y aura un souci. Donc, voilà, le genre, ça, c'est un exemple. Il y a également la possibilité, alors j'en ai parlé tout à l'heure avec InnoDB Cluster, InnoDB Cluster 7, InnoDB Replica 7, donc mettre en place du clustering dans MySQL. Encore une fois, très simplement, c'est juste des fonctions à appeler pour configurer mes instances, pour rajouter des nœuds, pour retirer des nœuds, etc. Donc ça, c'est toujours à travers MySQL Shell. Et puis j'ai également, c'est ce sur quoi je voulais mettre l'accent aujourd'hui, des utilitaires également pour faire des dumps et restaurer des dumps logiques. Ouais. Historiquement, dans MySQL, comme vous le savez très certainement, on a MySQL dump en fait, qui permet de faire des dumps en fait, tout simplement. Donc, cet utilitaire-là existe toujours. Aujourd'hui, si vous avez du MySQL 8, du MySQL 5.7 ou même du MySQL 5.6, voire même du 5.5 de mémoire, vous pouvez oublier MySQL dump en fait. L'utilitaire MySQL Shell avec ses utilitaires, avec ses outils pour charger et pour dumper et charger les données, c'est beaucoup plus sympa à utiliser, beaucoup plus performant. Et voilà, c'est l'outil qu'il faut utiliser. On a également, donc je vous disais, il y a pas mal d'outils embarqués dans MySQL Shell. C'est vraiment un outil super complet, super sympa à utiliser et il y a plein de choses à découvrir. On a également, toujours en termes d'utilitaire, en fait, on a rajouté relativement récemment, des outils pour faciliter le débugage et le diagnostic, en fait, de savoir ce qui se passe, en fait, tout simplement sur une instance MySQL. Tout ça, c'est embarqué dans MySQL Shell, sachant également que vous avez la possibilité de créer vos propres plugins, tout simplement, pour enrichir l'outil avec vos outils à vous, en fait. Donc, typiquement, si vous savez développer en JavaScript ou en Python, vous avez de l'outillage maison, vous pouvez l'intégrer dans MySQL Shell et l'utiliser. On va avoir un exemple tout à l'heure. Alors, pas d'outils que j'ai développés moi, mais d'outils qui sont embarqués et comment faire pour les utiliser dans MySQL Shell.
Alors, MySQL Shell toujours. En fait, on est en cours de finalisation du développement d'une extension MySQL Shell pour Visual Studio Code. Donc, Visual Studio Code, vous devez connaître, j'imagine. IDE super populaire, qui a la possibilité, en fait, de prendre des extensions internes. Et là, l'idée, en fait, c'est quoi? C'est d'avoir les fonctionnalités de MySQL Shell, mais dans VS Code, en gros, d'avoir une sorte de GUI pour MySQL Shell. Donc, ce n'est pas encore G1, mais vous pouvez déjà le télécharger, vous pouvez déjà le tester. C'est assez sympa, hein, comme on peut le voir sur cet exemple-là. L'idée, en fait, d'une certaine manière, la plupart des fonctionnalités de MySQL Workbench que vous connaissez peut-être liées aux développeurs, vous allez pouvoir les retrouver en fait dans VS Code. Donc générer des requêtes, manipuler les données, etc. Et d'autres fonctionnalités, dont certaines qu'on va voir juste maintenant. À venir également, toujours en preview, donc là aussi, ce n'est pas encore G1, mais vous pouvez déjà tester, c'est le MySQL REST Service. Donc l'idée, en fait, c'est tout simplement de pouvoir développer des applications REST, aller manipuler les données dans MySQL en mode REST, en fait, hein, avec des réponses en JSON, tout simplement. Et cette MRS, en fait, ce service MySQL REST, il est... alors, je vais décrire en fait l'architecture. Donc, il va fonctionner avec du MySQL communautaire, entreprise ou le MySQL dans le cloud, MySQL Web. Ok, donc pas de souci, le MySQL que vous connaissez, donc ça va fonctionner. Ça pourra fonctionner avec la MySQL InnoDB Cluster, etc. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc ça fonctionne avec du MySQL. Je vais pouvoir le configurer avec MySQL Shell à la mano ou en utilisant le MySQL Shell pour VS Code. Donc c'est un peu plus simple, évidemment. J'ai un GUI pour le faire. En fait, en configurant, qu'est-ce que je vais faire? Comment dire, la petite subtilité, c'est que c'est le routeur qui contient la fonctionnalité. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va me permettre d'avoir une architecture scalable et hautement disponible. Donc c'est comme on peut le voir sur cet exemple-là. Donc c'est les routeurs en fait qui vont contenir cette fonctionnalité de RESTful, et je vais pouvoir en avoir alors, minimum 1 évidemment. Pour la disponibilité, j'en aurai minimum 2 en l'occurrence. Et je peux en avoir plus pour tout ce qui est scalabilité. Et puis, devant, je peux mettre un load balancer si nécessaire. Et mes applications vont se connecter soit au load balancer, soit directement à mes routeurs. Voilà. Mais donc, l'architecture, elle est assez sympa. Et du coup, comme je l'ai dit, hein, la configuration se fait avec MySQL Shell, soit directement, soit au travers du VS Code. MySQL Shell pour le VS Code, sur du MySQL classique, du MySQL InnoDB Cluster, Cluster 7, MySQL Web, si je veux, et que je vais configurer mon routeur pour mes applications RESTful, pour mes services RESTful. OK. Donc, là, en fait, on va passer dans un autre domaine où on n'attendait pas forcément MySQL, parce que historiquement, MySQL, c'est une base de données qui est optimisée pour l'OLTP, Online Transaction Processing. Donc une des meilleures, une bonne définition d'une application OLTP, c'est la plupart des applications que vous allez retrouver sur le web, hein, par exemple, un Booking.com ou un Facebook, voilà, ce genre d'applications-là. Donc on est dans un contexte où on a relativement peu de données. Alors, par transaction, il faut que ce soit super rapide et en général, on manipule peu de données par transaction. Puis, de façon générale, on va se limiter, alors ce n'est pas une règle absolue, quoi, mais de façon générale, on va se limiter à quelques téra maximum de données. Parce que là, comment dire, avec les compétences classiques MySQL, on peut se débrouiller très bien avec quelques téra données en mode OLTP. Là, on va passer dans un mode plutôt donc, analytique, où là, on a une typologie de requête qui est différente. On va manipuler une grosse quantité de données, donc moins de requêtes en parallèle, moins de charges en parallèle en général, mais plus de requêtes qui vont manipuler de plus grosses quantités de données. Et là, on parle de plusieurs dizaines de téra de données. Donc ça, grâce à MySQL HeatWave aujourd'hui, c'est possible. MySQL HeatWave, en fait, c'est un morceau de technologie qui est assez extraordinaire, donc je n'ai pas le temps de tout détailler, mais en termes d'usage, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais pouvoir utiliser MySQL HeatWave. Donc là, quand je dis MySQL HeatWave tout court, c'est MySQL HeatWave pour l'analytique. Donc, alors, juste, je ne sais pas si c'est clair, donc juste pour être clair, on a donc dans le cloud le MySQL HeatWave pour l'OLTP.
j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, le MySQL HeatWave pour l'OLTP, c'est le MySQL que vous connaissez, que vous avez on-premise, en fait. Voilà, c'est ce MySQL-là. Donc, MySQL HeatWave pour l'OLTP. Après, donc, le MySQL HeatWave, ou HeatWave entre parenthèses, sous-entendu MySQL HeatWave par rapport à l'analytique. Donc, c'est ce dont on parle maintenant. Et ça, en fait, ça va nous permettre d'avoir toujours mes charges de travail typées OLTP. Hein, donc, c'est ce qu'on voit là, mes applications, réseaux sociaux, e-commerce, tout ce que je veux, etc. OK, donc ça continue à fonctionner. Mais en plus, j'ai la possibilité de pouvoir avoir des workloads typés analytiques. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aller travailler de grosses quantités de données pour pouvoir créer des dashboards, voilà, pour prendre des décisions par rapport à ça, etc. Et on a également une fonctionnalité de machine learning dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'idée du MySQL HeatWave, donc ce service cloud, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est du BAS ou des databases as a service, ou des DBAS. L'idée qu'il y a derrière ça, qui est assez classique finalement, c'est que la plupart des charges non orientées métier, du travail non orienté métier, est pris en compte par le cloud vendor. Donc, le provisionnement de la machine, le provisionnement de l'installation du MySQL, l'installation de l'OS, tout ça, etc., le réseau, tout ça, c'est pris en charge par le cloud vendor. Et vous, votre boulot, c'est essentiellement lié à la partie métier. Donc, dans le MySQL HeatWave, j'ai un certain nombre de services, de fonctionnalités, de disponibilité, par exemple, le MySQL HeatWave Achat, qui est basé sur beaucoup d'applications dont on a parlé tout à l'heure. J'ai des read replicas qui vont m'aider à répartir les charges de lecture sur des réplicas. J'ai des backups intégrés, etc. Et puis, j'ai une notion d'accélération de requête. Donc, cette notion d'accélération de requête est assez intéressante. Et l'idée, en fait, c'est ce qu'on peut voir sur ce graphe-là. Donc là, donc c'est sur du TPCH, benchmark TPCH, donc c'est des requêtes typées analytiques sur 400 gigas de données. C'est pas énorme, quoi, mais voilà, c'est quelque chose d'assez. Donc j'ai une requête complexe sur 400 gigas de données. Et là, sur du MySQL classique, alors quand je dis MySQL classique, donc c'est le MySQL on-premise que vous connaissez, mais c'est également le RDS MySQL d'AWS ou le Google Cloud SQL pour MySQL ou l'équivalent chez Azure, etc., etc. Donc, ce MySQL-là, dans ce cadre-là, il va prendre 30 minutes pour exécuter cette requête-là. Avec du MySQL HeatWave, sans rien changer niveau application, donc la même requête, juste à activer le cluster, donc un peu de configuration à faire en amont. Voilà, je passe de 30 minutes à 4 secondes. C'est cette notion d'accélération de requête en fait, que j'ai avec MySQL HeatWave. Alors, c'est intéressant, évidemment, mais après, la comparaison, elle n'est pas forcément super juste parce que je compare finalement une base de données MySQL classique qui est optimisée pour l'OLTP à quelque chose qui fait très, très bien l'analytique. Ce qui serait plus intéressant, c'est de comparer des bases analytiques avec MySQL HeatWave. C'est ce qu'on a fait. Donc, les résultats que je montre là, en fait, c'est des résultats qui sont publics, hein, qui sont sur GitHub. Donc, tous les tests ont été faits, tout est public. L'idée, en fait, c'est qu'on a comparé MySQL HeatWave avec des bases de données qui, elles, sont optimisées pour l'analytique, donc super connues. Vous connaissez tous Google BigQuery, Snowflake, évidemment. Chez Azure, on a Synapse, et puis chez AWS, on a Redshift. Donc, voilà. On a comparé les performances, le prix et la facilité d'utilisation de MySQL HeatWave par rapport à cette base de données qui sont performantes en fait, dans ce domaine d'analytique. Donc là, on est sur 30 Tera de données, toujours TPCH, donc toujours du benchmark analytique, mais sur une trentaine de Tera de données. Donc là, on est vraiment dans une vision analytique. Donc, les résultats, vous pouvez le voir, hein, plus c'est petit, plus c'est performant. En termes de performance, MySQL HeatWave est beaucoup plus performant que les petits copains précités. En termes de coût également, faire de l'analytique dans le cloud, ça coûte, hein, donc ça, c'est un budget annuel. Dans la logique MySQL, dans l'ADN de MySQL, il y a facilité et puis il y a aussi faible TCO, faible coût. On y est toujours. Et puis en termes d'usage, en fait, on se rappelle que MySQL HeatWave permet donc de récupérer les données OLTP, les données métiers, et fait ces traitements-là sur le même dataset. Pas besoin de sortir les données. Pour les autres technologies, comme elles ne font que de l'analytique, donc il faut en amont une base de données OLTP, extraire les données, les mettre dans la base analytique et après faire l'analytique dessus.
Ça, on n'a pas ça avec MySQL Web, on n'a pas besoin de d'ETL, pas besoin de changement, les données restent à un seul endroit et je vais les consommer directement là où elles sont en fait. Donc, en termes de performance, de coût et d'utilisation, de confort d'utilisation, il n'y a vraiment pas photo. Dans le package, pour le même prix, en fait, on a également rajouté une fonctionnalité de machine learning, d'apprentissage automatique, en fait. L'idée, c'est que les données sont déjà dans MySQL HeatWave, pas besoin de les sortir pour pouvoir créer son modèle et tout, etc. On va le faire directement dans la base de données. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est que sans avoir de connaissances super poussées ou voire de connaissances tout court en termes de data scientist, en fait, je vais pouvoir créer mon modèle et le mettre en production et le tester pour faire des prédictions, en fait. Tout ça parce que dans MySQL Web, on a une sorte de data scientist virtuel, entre guillemets, hein, qui va permettre de faire une partie du boulot, en fait, tout simplement, du data scientist, de créer le modèle et même d'expliquer le modèle. Et cerise sur le gâteau, tout ça, c'est super simple à faire. C'est que des procédures stockées, en fait, à lancer, en fait. Hein. Donc, pour créer mon modèle, j'ai une procédure stockée que je vais lancer, qui va créer mon modèle. Et pour l'utiliser, j'ai des procédures stockées. Donc, en termes d'utilisation, c'est super simple. En termes de connaissances, si j'ai des connaissances de data scientist, si vous avez une équipe de data scientist, c'est parfait. Vous allez pouvoir aller plus loin pour fine-tuner tout ça. Si vous n'avez pas encore ça ou vous ne l'avez pas du tout, vous pouvez quand même commencer à faire de l'analyse prédictive, à valoriser vos données grâce à MySQL Web AutoML. Parmi les algorithmes supportés, on a la régression, la classification, système de recommandation, anomalie détection et tout ce qui est time series forecasting. Donc, tout ça, c'est fait par MySQL Web AutoML. On aime bien voir comment on se comporte par rapport aux petits copains d'ailleurs. Et on a fait des benches par rapport à Redshift ML, en fait, HeatWave AutoML versus Redshift ML. Et en gros, donc là encore, les résultats sont publics, hein, mais en gros, le résumé, c'est que pour un certain nombre de modèles, on est beaucoup plus rapide et surtout, on est beaucoup moins cher. Alors, si ce n'est pas totalement clair, en fait, pour tout le monde, à quoi ça sert tout ça d'avoir toutes ces fonctionnalités-là? Alors, déjà, un point important, c'est que tout est dans le même data store, donc pas besoin de sortir les données. Donc, en termes de sécurité, c'est mieux déjà. En termes de performance également, c'est mieux. Tout est au même endroit. Donc, l'outil permet de faire tout ça à la fois. Donc, ça, c'est cool. L'OLTP, l'analytique, l'analyse descriptive et l'analyse prédictive. Un use case, en fait, donc l'idée derrière ça, c'est de pouvoir valoriser ces données, pouvoir créer de nouvelles applications, créer de nouvelles fonctionnalités pour ses clients, tout simplement. Un exemple, cette chaîne complète-là dans MySQL HeatWave, donc j'ai la partie OLTP où j'ai le client qui aura son téléphone ou sur le web qui va pouvoir renseigner ses activités bancaires, consulter son compte en banque, et tout, etc. Quand il fait des retraits, tout ça, ça va apparaître dans ton historique, et tout, etc. Donc ça, c'est la partie OLTP classique, on va dire. Après, je peux aller plus loin pour essayer d'extraire du sens, en fait, de l'information de comment mes clients se comportent par rapport, là, c'est dans le domaine bancaire, par rapport aux dépôts qu'ils font, ce qu'ils ont en compte, et tout, etc. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme produit pour pouvoir faire comment dire, pour savoir ce qui s'est passé, pour pouvoir anticiper par la suite. Et puis, je peux aller plus loin avec la partie machine learning pour pouvoir prédire, en fait, alors, des comportements. Et typiquement, si je veux automatiser, faire une fonctionnalité, proposer une fonctionnalité de prêt, en fait. Hein. Donc, je vais pouvoir analyser les informations que j'ai par rapport à mes clients, qu'est-ce qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils ont en compte en banque, combien ils dépensent, et tout, etc. Et créer un modèle qui va me permettre de dire, ce profil de client-là a des chances de rembourser, donc il aura le crédit. Ce profil de client-là, malheureusement, a moins de chances de rembourser, donc n'aura pas le crédit. Voilà. Je peux me servir de mes données métiers pour pouvoir créer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux besoins très facilement grâce à l'analytique et à l'apprentissage automatique. Voilà. On a également, donc, tout ça, en fait, ça rajoute un peu de complexité. Donc, MySQL, comme je disais, dans l'ADN, c'est simplicité, mais en rajoutant des fonctionnalités, ça complique forcément la chose. Donc, on a rajouté une couche d'intelligence artificielle qu'on appelle MySQL Autopilot qui va aider le DBA en fait, à gérer son MySQL HeatWave
soit par des conseils, ou soit par des comportements automatisés. Voilà. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais par exemple, on a une fonctionnalité qui va nous permettre de savoir si, en fonction de comment est utilisé votre MySQL Web, s'il est sous-utilisé, ben, il va vous dire, finalement, vous payez trop, il vaut mieux passer à une chaîne à une caractéristique machine moins importante et qui va continuer à fonctionner et vous allez économiser de l'argent, ou soit la machine que vous avez, la caractéristique que vous avez aujourd'hui est au taquet, passez-moi l'expression. Donc, il vaut mieux upgrader pour pouvoir avoir de meilleures performances. Donc, on a voilà, ce type de comportement, entre autres, qui font partie de MySQL Autopilot. Alors, voilà, donc tout ce que j'ai présenté là, c'est disponible aujourd'hui. Vous pouvez le tester avec l'offre qu'on vous a présentée tout à l'heure, hein, dès aujourd'hui. On a quelque chose sur lequel on est en train de travailler qui n'est pas encore GA, mais qui va l'être assez dans peu de temps, c'est la notion de lakehouse. L'idée, en fait, c'est que aujourd'hui, j'ai, comme on l'a vu, hein, OLTP, dans un contexte MySQL, on va dire jusqu'à quelques terras de données, on est bien. On a vu qu'avec MySQL HeatWave, pour l'analytique, jusqu'à plusieurs dizaines de terras de données, je suis bien. Sauf que dans certains contextes, on a encore beaucoup plus de données que ça. C'est-à-dire que mes données sont structurées dans la base de données, dans mon InnoDB, etc. Mais je peux également récupérer des données qui viennent d'ailleurs, tout simplement, sur des formats qui sont différents. Et je veux quand même me servir de ces données-là pour pouvoir, je veux quand même les valoriser, en fait, pour pouvoir sortir de la valeur, en fait, de ces données-là, celles que j'ai déjà dans mon MySQL et celles qui viennent d'autres devices, de sensors, etc., etc. Donc ça, c'est ma notion de lakehouse. En fait, j'ai des données structurées dans ma base et des données semi-structurées qui sont ailleurs. Et là, on parle de plusieurs centaines de terras, en fait, hein, et je vais pouvoir gérer ça de façon unifiée avec MySQL HeatWave Lakehouse, tout simplement. Donc, concrètement, sans du lakehouse, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois prendre ce fichier-là et l'insérer dans ma base de données, etc. Ça va prendre du temps, c'est pas forcément trivial et les performances ne seront pas forcément au rendez-vous. Là, l'idée de lakehouse, c'est que les données sont dans un object storage, tout simplement, sous un format qui va bien. Donc, le format qui va bien, c'est CSV, parquet, donc les formats qui seront pris en compte. Et ces données-là, en fait, je vais pouvoir les intégrer, les utiliser directement dans mon MySQL HeatWave, comme s'ils étaient stockés sous format InnoDB. Donc, je vais pouvoir utiliser le langage parfait pour pouvoir faire parler les données, le SQL, avec des données qui sont dans le MySQL sous format InnoDB et des données qui sont dans l'object storage sous format CSV ou parquet, etc. Donc là, on a un exemple d'utilisation. Ces données-là que je vais pouvoir récupérer et valoriser. Et puis, éventuellement, pour les formats qui seraient pas supportés, je peux utiliser Golden Gate, hein, tout simplement, pour pouvoir des données qui viendraient d'un Postgre, les récupérer, les mettre sur le format qui va bien, les stocker dans mon object storage et les valoriser avec MySQL HeatWave Lakehouse. On aime bien, encore une fois, comme je le disais, voir comment nos produits se comportent, notamment en termes de performance par rapport à ce qui existe, et ce qui existe de mieux. Hein. Donc là, on a fait quelques benches également, je ne sais pas forcément tous les détails, mais on est sur 400 Tera de données, comparé à du Redshift et du Snowflake. Bon, voilà, plus c'est petit, plus mieux c'est en fait, hein, et on voit qu'on est plutôt pas mal. Donc là, c'est les performances en termes de requêtage, et là, c'est les performances en termes de chargement des données. Parce qu'avant de les requêter, il faut les charger. Et en général, une technologie va être soit très bonne dans l'un et pas bonne dans l'autre, ou vice-versa. Et là, on voit que MySQL HeatWave est pas mal en fait dans les deux. OK. Il me reste une dizaine de minutes. Très bien. Je vois qu'il y a quelques questions. Je regarderai les questions tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A. J'essaierai d'y répondre à la fin. Si le résultat, normalement, devrait être bon. En termes de monitoring, de supervision, donc aujourd'hui, on-premise, on a pour nos clients, la version, dans le package entreprise, on a du MySQL Enterprise Monitor, même, qui est fourni dans le package entreprise. Pour les clients MySQL HeatWave, les clients cloud, en fait, ils peuvent utiliser le MySQL Enterprise Monitor, évidemment. En tout cas, par défaut, on a le monitoring par défaut en fait, qu'il y a dans OCI.
qui est pas mal, mais qui ne va pas forcément suffisamment loin, notamment quand on est DBA et qu'on veut identifier les problèmes, voire investiguer les problèmes de performance. Donc là, on résout ce problème-là. On est en train de finaliser un outil de monitoring pour superviser les bases de données MySQL, MySQLite Web, pour l'OLTP ou MySQLite Web Analytics, etc., dans le cloud. Donc, ce n'est pas encore GA, mais ça arrive. Et pour finir, la notion de multicloud. Donc, multicloud, on en entend de plus en plus parler. Et en fait, c'est une réalité. La plupart des entreprises font déjà du multicloud. L'idée, c'est d'utiliser les meilleurs produits où ils sont, tout simplement. Et Oracle est très, très bien placé dans cette stratégie multicloud. Et MySQL est l'un des premiers produits Oracle qui a été positionné dans cet esprit multicloud. Donc, MySQL est disponible, donc MySQL, notre MySQLite Web pour l'OLTP ou le MySQLite Web Analytics, AutoML, Lakers, etc., qu'on a vu. Tout ça, c'est disponible, sauf pour le Lakers, évidemment, mais c'est déjà disponible dans le cloud Oracle Cloud Infrastructure. En France, on a 2 régions. On a Marseille, on a Paris. Voilà, c'est disponible dans ces 2 régions-là, puis dans toutes les autres régions, plus d'une quarantaine de régions. C'est disponible également dans ce qu'on appelle le Cloud at Customer. Donc, en gros, c'est le cloud Oracle, mais chez les clients, en fait. Donc, on est dans du cloud privé, donc c'est disponible également. Et c'est également disponible dans quelques régions sur AWS et sur Microsoft Azure. Donc, voilà, pour les clients qui n'ont pas encore le temps ou la possibilité de migrer sur OCI, vous pouvez aussi dans ces régions-là, utiliser MySQLite Web. Voilà, c'est tout pour moi pour cette partie-là. Il me reste quelques minutes pour voir si je peux répondre aux questions, prendre une courte pause et puis après, je vais enchaîner, enfin, on va enchaîner, nous allons enchaîner tous ensemble sur la partie performance. La version cloud est-elle gratuite? Alors, la version cloud, c'est un service cloud en fait. Donc, ce n'est pas juste du MySQL, mais c'est un service cloud. Donc, et de façon générale, les services cloud ne sont pas gratuits. Il faut payer l'usage, tout simplement, pour pouvoir l'utiliser. Alors, je vais le mettre là. Je vois mieux là. Maxence. Du support, bien sûr. Ouais, ok. Question support. Je te prendrai hors ligne, mais non, je te rassure, il n'y a pas de version 9 à ma connaissance, mais avec le nouveau modèle que j'ai présenté tout à l'heure, ça simplifie les choses. Mais ouais, on en parlera plus en détail hors ligne. Différence entre InnoDB Cluster et NDB Cluster. Alors, question intéressante. Effectivement, j'ai pas insisté sur NDB Cluster, non pas que j'aime pas le produit, non pas que c'est pas un bon produit, mais c'est juste parce que je voulais garder un petit peu de temps pour les questions. Si je reviens sur l'univers MySQL, donc j'ai parlé de version communautaire, version entreprise et version cloud. On a également, donc je l'ai mis un petit peu à part, mais ça fait partie de MySQL. On a également donc, la version MySQL Cluster ou MySQL NDB Cluster, qui est finalement, la première architecture de cluster qu'on a eu dans MySQL depuis les années 90 également. Il y a une super base de données qui va permettre, c'est une base de données distribuée qui va permettre de scaler en lecture, mais également en écriture. En termes d'architecture, c'est super intéressant. Donc, en termes d'usage, en fait, je dirais que dans 90% des cas, si tu as besoin d'autres disponibilités, MySQL InnoDB Cluster devrait faire l'affaire, donc basé sur MySQL Group Application. Dans les 10% qui restent, en général, ce sera la réplication asynchrone, donc MySQL InnoDB Replica 7. Et le petit pourcent qui reste, c'est NDB Cluster. Pardon. NDB Cluster, ça va te permettre d'aller, ça va te permettre de faire d'autres choses, notamment scaler en termes d'écriture, si tu as besoin de pouvoir scaler en termes d'écriture.
En termes de performance, c'est parmi ce qu'on va faire de mieux, même pas dans l'écosystème MySQL, mais on va dire toute base confondue. Par contre, en termes d'utilisation, voilà, d'usage, d'utilisation, c'est un petit peu moins simple que le MySQL classique. Mais les technologies derrière sont totalement différentes. En fait. MySQL Workbench et MySQL Shell, a priori non. Le MySQL Shell, en fait, c'est le GUI de MySQL Shell, c'est VS Code. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. MySQL Workbench et MySQL Shell ne sont pas, il n'y a pas de connexion, je vais le dire comme ça, en tout cas pas à ma connaissance. De données HeatWave en PRS est une bonne option dans un souci de gain de performance sur l'OLTP. Alors, HeatWave n'est pas disponible on-premise. HeatWave, c'est que sur le cloud. Et comme je le disais, donc on a donc le HeatWave pour l'OLTP, ou MySQL Database Service. Hein. Donc, c'est le MySQL classique que vous connaissez, mais dans le cloud. Et puis après, on a les fonctionnalités avancées qu'on a vues tout à l'heure pour l'analytique, AutoML, AWS, Azure, etc. Après, là, c'est vraiment une histoire de besoin. Ce qui est intéressant, c'est que si j'ai seulement un besoin OLTP, ben, je prends MySQL HeatWave pour l'OLTP ou MDS, et c'est la même chose, enfin, c'est la même chose, oui, c'est la même chose, mais en termes d'usage, hein, mais sauf que c'est en mode service dans le cloud, évidemment, que ce que j'ai on-prem. Si j'ai besoin d'aller plus loin, le côté accélérateur ou de gérer de grosses quantités de données pour faire de l'analytique, faire du machine learning, et le database quand il sera GA, donc là, c'est MySQL HeatWave. Est-ce que la partie InnoDB Cluster est compatible avec les produits Percona? Il n'y a pas de raison. Enfin, je ne sais pas quel produit, à quel produit tu fais allusion, Pierre. Je ne sais pas. Je peux parler que pour MySQL. Les concurrents, je ne connais pas leurs produits, je ne peux pas en parler. Mais voilà. Mais n'hésite pas à me contacter si c'est une question, si c'est beaucoup plus spécifique, un besoin beaucoup plus spécifique. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, il reste. Ah, MySQL Shell pour faire des backups des données sur NDB. Ah, bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas si MySQL Shell. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, non, je ne sais pas. Une version on-premise d'HeatWave, non. Pas à ma connaissance en tout cas. C'est pas prévu à ma connaissance en tout cas. On est vraiment en mode service en fait, et service, donc qui dit service, un service cloud. Passer de NDB à InnoDB, donc effectivement, il faut passer par une sauvegarde logique. Je comprends bien la question. Envoie-moi un mail, s'il te plaît. Je vais regarder en interne. C'est une super bonne question. J'avoue que je ne me la suis jamais posée. Intuitivement, ça pourrait le faire, mais il faut que je me renseigne, pas dire de bêtises. En plus, c'est filmé, donc il ne faut surtout pas que je dise de bêtises. Envoie-moi un mail, s'il te plaît. Ok, je vais m'arrêter là. S'il y a d'autres, merci à vous. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais prendre une petite pause de 2 minutes pour me préparer pour la prochaine session. Voilà, je vous attends, ça va être sympathique. J'ai pas mal de petites démos, j'espère le tenir dans l'heure. Voilà, donc à tout de suite. Ok, une dernière question. L'intégration de HeatWave et AWS est-elle faisable? En fait, on a HeatWave sur AWS. C'est déjà le cas, en fait. Hein, c'est la notion de multi-cloud dont je parlais. Hop, voilà. Donc, c'est déjà le cas. Alors, ce n'est pas dans toutes les régions, mais c'est déjà le cas, oui.